Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, En ce qui me concerne, je t'entends haut et clair. c'est très bien alors. Bienvenue à tous pour cette 10e séance des mardis de la construction, qui aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux assurances obligatoires et aux assurances disponibles pour les entreprises de construction. Donc, c'est Fédéral qui va faire ses présentations. Donc, Michel Olivier va commencer par les assurances qui sont donc obligatoires. Donc, Michel Olivier qui est district manager chez Fédéral. Et Sébastien Ouéry, qui est conseiller en assurance pour la province de Luxembourg, lui s'intéressera aux assurances qui sont là plutôt vivement conseillées. Donc la présentation devrait durer environ 1 heure. Par question de facilité, on vous invite à poser vos questions via le chat. Donc vous avez un bouton chat dans le bas de l'écran. Et donc on y répondra au cours de la séance. Merci à tous de laisser vos caméras et micros bien éteints, comme ça on s'assure qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Et voilà, donc je vais céder maintenant la parole à Michel Olivier et bon webinaire à tous. Merci Quentin, bonsoir à tous, bonsoir à François également. Merci à lui puisque c'est lui qui est à l'origine de cette initiative et qui nous a demandé de prendre en charge cette présentation. Je ne sais pas combien vous êtes, je ne vous vois pas tous, mais en tout cas, je vous salue tous. Je suis en tout cas heureux de pouvoir enfin avoir un petit peu de contact avec des entrepreneurs, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. J'espère que cette pandémie n'aura pas fait trop de dégâts, tant au niveau privé qu'au niveau professionnel, et que cette réunion sera une des dernières que l'on fera en vidéoconférence pour pouvoir profiter pleinement du plaisir de se rencontrer, d'autant plus que d'habitude, quand on faisait des petites conférences comme ça, on avait le plaisir de prendre un verre après. Alors, pour ne pas vous faire perdre trop de temps et vous laisser la possibilité de prendre un apéro et de profiter encore du beau temps aujourd'hui, on va, si vous le souhaitez, démarrer tout de suite. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, je travaille aux assurances fédérales depuis 25 ans. J'ai travaillé pendant 13 ans comme conseiller et puis maintenant 12-13 ans comme district manager aussi, c'est-à-dire responsable du réseau commercial sur les provinces de Liège, Namur, Luxembourg, ce qui m'a donné l'occasion déjà de rencontrer plusieurs personnes d'entre vous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On va, si vous voulez bien, comme l'expliquait, fonctionner en 2 temps. Donc, moi, je vais vous présenter la première partie. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus dynamique, on cédera la parole à Sébastien Dubois pour un petit peu changer d'orateur. Alors, la première partie que je vais vous présenter concerne les assurances obligatoires pour les entreprises. Donc, c'est celles qui sont tout à fait obligatoires et imposées par la législation. Alors, on va faire, si vous le voulez bien, un partage d'écran pour pouvoir vous faire ici une présentation via un PowerPoint. Voilà que voici et je vais pour le moment réduire ma caméra. Donc, est-ce que l'on peut me confirmer que l'on voit bien la présentation du PowerPoint? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, les assurances obligatoires pour les entreprises et les assurances qui sont vivement conseillées. Au niveau des assurances obligatoires, il faut savoir qu'il y a déjà 2 types d'obligations. Il y a ce qu'on appelle les assurances qui sont obligatoires légalement et celles qui le sont contractuellement. Alors, contractuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans un contrat qui va vous lier avec quelqu'un, un organisme ou autre, il y a dans les clauses de ce contrat une obligation de souscrire une assurance. Ça peut être, par exemple, une assurance solde restant dû dans le cadre d'un crédit hypothécaire ou bien d'un mandat. Ça peut être aussi, dans certains autres cas, une couverture vol qui est imposée pour une œuvre d'art ou une couverture omnium pour un véhicule lors d'un leasing ou des choses pareilles, ainsi que pardon, une assurance incendie qui peut être imposée dans un contrat de bail. Tout ça, donc, n'est absolument pas obligatoire d'un point de vue légal, mais est strictement imposé dans une relation contractuelle que vous pouvez avoir avec un tiers. À côté de cela, nous avons des assurances du type obligatoirement imposées par le législateur, avec principalement l'accident du travail, l'ARC véhicule automoteur, l'ARC décennale, l'ARC objectif et l'ARC chasse. Alors,
Souvent, les gens ne font pas les distinctions entre les assurances qui sont obligatoires légalement et celles qui ne le sont pas. On nous dit souvent, oui, mais en tant qu'entrepreneur, je suis obligé d'avoir une RC exploitation, ou oui, je suis obligé d'avoir une assurance incendie pour mon entrepôt. Absolument pas. Vous pouvez très bien être votre propre assureur et décider que vous allez assurer vous-même et prendre le risque d'assurer vous-même la couverture incendie ou des autres périls pour un entrepôt, par exemple. Alors, on va les prendre ici dans l'ordre et on va commencer, si vous voulez bien, par accident du travail, qu'on appelle aussi le contrat loi. C'est une obligation à partir du moment où vous engagez du personnel, dès qu'il est à votre disposition, même si vous n'avez pas encore signé de contrat, même s'il est en journée comment dire, non pas de stage, mais d'observation ou des choses de ce genre-là, à partir du moment où une personne travaille pour vous, à partir du moment où elle va exécuter un travail pour vous, il y a obligation, après également toutes les obligations légales de souscription d'IMONA, etc., de souscrire une assurance en accident du travail qui va couvrir cette personne pour tous les dommages corporels qu'elle pourrait subir lors de son activité professionnelle dans l'enceinte de votre entreprise. Cette assurance va aller plus loin puisqu'elle va couvrir également cette personne sur le chemin du travail. Ce qui veut dire qu'on va assurer différentes choses dans le cadre d'une police accident du travail, à savoir la couverture des frais médicaux lorsqu'il y a une lésion. On va couvrir également l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente. On appelle également l'invalidité. Donc une incapacité temporaire, c'est quelqu'un qui va tomber, se casser le bras, qui va être en incapacité pendant 6 semaines et puis qui va recommencer à travailler. Une invalidité permanente, c'est quelqu'un qui va avoir une incapacité temporaire, mais qui va, au bout du compte, se solder par une invalidité dont le pourcentage sera déterminé par le BOBI, le barème officiel belge des invalidités. Et cette personne va garder 5, 10, 15%, ça dépend de ce que l'on détermine, comme invalidité, ce qui va lui permettre d'avoir une rente jusqu'à la fin de ses jours sur base d'une invalidité qui a été considérée comme permanente. On peut également, dans le cadre d'un contrat d'accident du travail, prendre en charge tout ce qui a trait aux aides nécessaires à une personne, physique, morale ou psychologique, et également tout ce qui a trait au décès, les frais funéraires, rente à vie pour le conjoint ou le cohabitant légal, rente pour les enfants tant qu'ils sont en droit de l'allocation familiale et des choses de ce genre-là. Donc ça, n'oubliez pas que il faut faire très attention dès que vous démarrez avec quelqu'un qui travaille pour vous. Il faut obligatoirement l'assurer. Si vous avez déjà un contrat en accident du travail et que vous avez une dizaine de personnes qui travaillent dans votre entreprise, pour la 11e personne, vous ne devez pas souscrire bien évidemment un nouveau contrat, mais vous devez signaler à la compagnie d'assurance que vous avez une personne supplémentaire et expliquer clairement quelle est son activité, pour voir si elle rentre bien dans le descriptif de l'activité qui est reprise au nom de votre entreprise. Exemple, si vous êtes une entreprise qui fait strictement de la maçonnerie et qu'à un moment donné, vous décidez de prendre et d'engager 2-3 personnes pour faire de la charpente et de la toiture, vous devez l'annoncer à la compagnie que vous avez du personnel supplémentaire, mais vous devez expliquer également l'activité qu'ils vont faire parce qu'un contrat en accident du travail est toujours initialement déterminé pour une fonction bien définie. Ça va ? Dans le cadre d'un accident du travail, de cette couverture, on peut également avoir des assurances complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, souscrire une complémentaire loi, puisque en accident du travail, lorsque quelqu'un est blessé ou en incapacité, la limite d'intervention est toujours plafonnée au maximum légal prévu dans la catégorie professionnelle dans laquelle il exerce. Et à partir du moment où vous auriez, par exemple, des gens qui travaillent avec un statut d'employé, mais qui sont, je ne sais pas moi, ingénieurs ou autres, et qui ont une rémunération qui est supérieure à la couverture de l'accident du travail de base, eh bien dans ce cas-là, on peut faire un complément pour qu'en cas d'incapacité, il puisse avoir plus que le minimum légal. On peut également prévoir le salaire garanti, c'est-à-dire la prise en charge pendant les 30 premiers jours des incapacités de travail
puisqu'elle reste à votre charge en règle générale. Le salaire garanti pour la maladie, ça ne se fait pratiquement plus parce que ça coûte excessivement cher, tant pour le preneur que pour la compagnie d'assurance. J'ai un petit chat qui traîne, rassurez-vous, mais il ne m'empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Alors, deuxième assurance qui est obligatoire, c'est tout ce qui concerne les véhicules automoteurs. Alors, là-bas, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet puisque c'est la partie que vous connaissez tous le mieux, à savoir que dès que vous avez un véhicule automoteur qui circule sur la voie publique, il y a obligation de l'assurer et dans la grande majorité des cas, de l'immatriculer également. Je vous rappelle qu'un véhicule qui n'est pas immatriculé et qui n'est pas assuré ne peut pas stationner sur la voie publique, sur le trottoir devant chez vous. Donc, dès qu'il est mis sur la voie publique, il doit bien évidemment être assuré. Alors, quelles sont les garanties que l'on va donner au niveau d'un contrat véhicule? D'abord, la RC qui, elle, est obligatoire. Et puis, en option, vous pouvez prendre toutes les assurances complémentaires qu'on appelle habituellement la petite omnium et l'omnium complète, qui reprennent l'incendie, plus le vol, plus le dégât matériel. Et là, il y a d'une compagnie à l'autre différentes possibilités et différentes formules pour les indemniser en cas de sinistre, que ce soit en valeur agréée, que ce soit en valeur réelle ou en valeur facture. On peut également, dans le cadre d'un contrat auto, couvrir la protection juridique qui vous permettra de prendre en charge les frais en cas de sinistre pour toute la partie qui est de défense et recours juridique. Alors, autre gros morceau, et je l'ai mis ici, c'est peut-être le plus important puisque c'est la dernière obligation légale qui est rentrée en matière d'assurance. C'est la RC décennale qui résulte d'une plainte qui avait été déposée par les architectes, puisque les architectes étaient les seuls à être obligés de souscrire une RC décennale. Les entrepreneurs étaient bien évidemment responsables pendant une période de 10 ans des travaux qu'ils réalisaient, mais ils n'avaient pas l'obligation avant le 1er juillet 2018 de souscrire une police d'assurance. Donc la responsabilité existait, mais pas l'obligation de souscrire un contrat. Maintenant, depuis le 1er juillet 2018, c'est obligatoire pour tout le monde, pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires de services dans la construction, avec une particularité, c'est que leurs préposés et sous-traitants doivent être également couverts. Alors, dans quel cas doit-on souscrire une assurance décennale? Eh bien, ce n'est valable qu'à partir du moment où différents éléments rentrent en ligne de compte. D'abord, ça ne concerne que tout ce qui a trait à la construction et rénovation des habitations unifamiliales d'une part, et tout ce qu'on peut considérer comme logement collectif. Je vais y revenir un petit peu après. Il faut également que ça concerne un bien situé ici en Belgique, que les travaux qui sont réalisés sur ce bien immobilier nécessitent d'avoir un permis de bâtir. Donc, tous les travaux ne sont pas obligatoirement assujettis à un permis de bâtir. Il faut qu'il y ait également l'intervention d'un architecte et il faut que les travaux que vous allez réaliser risquent de porter une atteinte à la stabilité, à la solidité et à l'étanchéité du bien. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Alors, je parlais d'une habitation unifamiliale et maintenant une habitation collective. Il est clair que toutes les habitations dites collectives ne rentrent pas en ligne de compte dans le scope de cette loi et que lorsqu'on a des habitations qui ne sont pas dédiées principalement au logement, ça ne les concerne pas. Et lorsqu'on a des habitations de type moderne, cohousing, kangourou ou autre, eh bien, il faut qu'à partir de ce moment-là, il y ait au niveau de l'habitation des pièces qui soient communes, que ce soit au niveau sanitaire, cuisine, etc. Donc, il faut déjà répondre oui à cette question-là. Il faut qu'il y ait un lien familial qui lie les différents occupants de cette habitation et à partir de ce moment-là, vous avez une obligation d'assurance. Par contre, lorsqu'il y a des côtés étudiants ou des maisons collectives ou des maisons type, on dirait, un peu maisons de repos ou des choses de ce genre-là,
il n'y a pas d'obligation de souscrire une assurance décennale puisqu'il n'y a pas de lien familial d'une part et que le partage ici des pièces communes n'est pas considéré et utilisé par différentes personnes. OK. Alors, quels sont les travaux qui sont soumis à cette législation? On pourrait passer beaucoup de temps à les voir tous en détail, mais globalement, vous pouvez faire la lecture de ce qui est ici. Ce sont tous les travaux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient, comme je le disais tout à l'heure, porter préjudice à la stabilité, à la solidité ou l'étanchéité d'un bien. Maintenant, si vous devez aller faire des travaux sur une habitation et que vous devez juste enlever les vieilles tuiles pour remettre des nouvelles tuiles, il n'y a pas de danger de porter atteinte à la stabilité. Donc, vous n'êtes pas censé souscrire de décennale, d'autant plus qu'on n'est pas dans un contexte où il faut l'intervention d'un architecte, ni en plus un permis de bâtir. Donc, partez bien du principe qu'il faut que tous ces éléments-là soient réunis. Ils sont tous additionnels pour dire d'être obligé de souscrire une assurance décennale. Par contre, maintenant, si vous allez utiliser des machines et que vous faites des travaux pour, à un moment donné, faire une terrasse ou bien du drainage tout autour d'une habitation ou des choses pareilles, et qu'à un moment donné, il y a obligation, parce qu'il y a des travaux complémentaires, type véranda ou autre, qui nécessitent l'intervention d'un architecte et également d'un permis de bâtir, là, vous devrez souscrire une assurance décennale. Ça va? Selon notre interprétation, la loi a été un petit peu clarifiée parce qu'il y a eu différentes évolutions et adaptations, mais globalement, on peut considérer que ne sont pas couverts par l'obligation de souscrire une assurance décennale des travaux, par exemple, du type installation de chauffage, pose de chape, ravalement de façade et des choses de ce genre-là, puisque, comme je dis, dans ce type de travaux également, il n'y a pas d'obligation d'avoir un permis de bâtir ni un architecte. Alors, l'architecte exige malgré tout une attestation. Il est possible que de temps en temps, quand un architecte a des doutes sur la nature des travaux que vous allez réaliser, il impose une attestation de couverture. À partir du moment où vous êtes l'entrepreneur principal, de toute façon, c'est que les autres obligations sont déjà d'application aussi. Donc, ça ne posera pas de problème d'avoir une attestation. Si maintenant vous êtes co-traitant ou sous-traitant, à partir de ce moment-là, vous voyez avec votre compagnie d'assurance qui regardera de son côté quelles sont vos obligations par rapport à l'obligation de souscrire ce type de contrat. Si nous avons par exemple un chauffagiste qui perce un mur porteur pour faire passer des tuyaux, à un moment donné, oui, il a creusé des trous dans un mur porteur, mais est-ce que cela va nécessairement être dangereux au niveau de la stabilité ou de la solidité? Non. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire non plus qu'il y a une obligation, d'autant plus que pour sa partie, il n'y a toujours pas, comme je le répétais, obligation d'architecte et de permis de bâtir. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est à partir du 1er juillet 2018 que cette loi est rentrée d'application. Alors nous avons encore régulièrement des soucis parce qu'on nous téléphone, que ce soit des entrepreneurs ou d'autres personnes, en disant écoutez, je viens de terminer un bâtiment et je n'ai pas souscrit de décennale au début des travaux, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une attestation? La réponse malheureusement devient non, elle devient non chez nous et dans les autres compagnies aussi. Pourquoi? Parce que on a laissé un certain délai pour les entrepreneurs pour se mettre en ordre par rapport à leurs obligations. Nul n'est censé ignorer la loi. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas délivrer des attestations pour des ouvrages qui sont terminés sans savoir clairement comment ils ont été réalisés. Et qu'à un moment donné, les attestations et les couvertures, elles sont données sur base du cahier des charges et sur les procédures de construction qui ont été utilisées. Donc, attention, si vous n'avez pas souscrit d'assurance décennale et que vous avez obligation de fournir une attestation en fin de chantier, eh bien, ça va être difficile d'en trouver une, d'autant plus que normalement, c'est l'architecte qui a la charge et l'obligation légale de rassembler toutes les attestations d'assurance décennale avant même que le chantier ne démarre. Donc, si vous avez un souci de ce type-là, vous allez voir l'architecte en lui disant « Écoute, bonhomme, normalement, je suis désolé, mais tu aurais dû me prévenir avant et j'aurais dû entreprendre les dispositions administratives nécessaires avant de commencer le chantier. »
Alors, brièvement, ici, il y a deux types de polices d'assurance que l'on peut couvrir au niveau de la décennale. Il y a ce qu'on appelle une police abonnement et il y a ce qu'on appelle également une police ouvrage chantier déterminé. Ces polices peuvent être souscrites par différentes personnes, par différents preneurs. En règle générale, on va retrouver l'entrepreneur principal comme le souscripteur, le preneur d'assurance. Ça peut être également de temps en temps l'architecte qui va le faire pour tout le monde, ou bien le maître d'ouvrage dans certains cas. C'est une façon aussi pour certains entrepreneurs de se décharger de certaines responsabilités et de dire au maître d'ouvrage, voilà, on vous construit un bien, mais occupez-vous de souscrire une police d'assurance décennale et de couvrir par là même tous les intervenants. Et c'est le preneur le maître d'ouvrage qui va devenir le preneur et qui prendra en charge directement le paiement de la prime, alors qu'en règle générale, quand ça se fait via l'entrepreneur, ben, il va compter ça dans les frais de construction de la maison. La quatrième assurance qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la RC objective. On pourra revenir sur la décennale tout à l'heure si vous avez des questions. La RC objective, elle est moins connue. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas tout le monde. C'est une assurance qui est obligatoire pour tous les gens et les activités ou organismes qui ont à un moment donné du public qui circule. À partir du moment où vous avez un showroom, c'est d'application également pour des salles de spectacle, des cinémas et des choses pareilles. C'est une assurance obligatoire de la responsabilité objective en cas d'incendie ou d'explosion. Ça veut dire quoi, objectif? Ça veut dire simplement que si à un moment donné, vous avez un showroom, que vous avez 15 personnes qui visitent le showroom et qu'il y a une explosion et qu'il y a des tués parmi vos clients, eh bien, l'assurance RC objective va indemniser les gens qui ont subi des dommages directement sans chercher à déterminer les responsabilités. Parce que parfois, après un sinistre, il y a guerre d'experts et compagnie, et avant d'arriver à déterminer clairement qui est responsable et qui est à l'origine de cette explosion, ça peut mettre parfois des années. Donc, cette assurance RC objective intervient directement, quitte même après à exercer un recours en fonction du tiers qui sera responsable de cette explosion. Okay. Cette assurance objective, elle va bien évidemment couvrir toutes les lésions corporelles et les dégâts matériels. Alors ici, la cinquième qui est obligatoire, mais je l'ai quand même signalé parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont chasseurs également, c'est la RC Chasse, puisqu'elle fait partie des assurances qui sont strictement obligatoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous organisez une chasse, eh bien, vous avez obligation de souscrire une assurance qui va prendre en charge tous les problèmes qui pourraient survenir, en tout cas les accidents qui pourraient survenir lors d'une partie de chasse. Voilà brièvement les assurances qui sont réellement et strictement obligatoires. Maintenant, je vais céder la parole à Sébastien qui va lui prendre en charge la partie des assurances qui sont vivement conseillées. Merci de votre attention et à tout de suite. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas d'envoyer un petit message et j'essaierai de parler un peu plus fort. Donc, je vais présenter maintenant les assurances qui sont plutôt conseillées, donc qui ne sont pas obligatoires par la loi, mais que vous pouvez bien sûr toujours souscrire. On peut les diviser ici en trois parties. La première, par rapport à votre responsabilité, bien qu'on voit qu'une grosse majorité des assurances qui couvrent votre responsabilité sont obligatoires par la loi. Une seule ne l'est pas encore, c'est la responsabilité civile, entreprise ou travaux de construction dans votre cadre. Pour combien de temps, ça, nous le verrons. Les deuxièmes choses que vous pouvez couvrir également, ce sont vos biens. Et la dernière, c'est vous-même, ou en tout cas vos revenus. Alors, vu que ces contrats ne sont pas obligatoires, mais il est clair que les contrats varient beaucoup plus d'une compagnie à l'autre que pour les contrats qui sont obligatoires. Et là, avec un contrat un peu plus cadenassé,
et des contrats types selon les compagnies d'assurance. Donc, il est toujours important, si vous avez une question par rapport à ces contrats, de pouvoir prendre contact avec votre conseiller, votre courtier, ou vous pouvez toujours venir vers nous et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, donc je vais commencer par la première assurance qui est l'ARC Travaux de construction. Ben, qu'est-ce qu'elle fait simplement? Elle couvre bien sûr votre responsabilité civile en tant qu'entrepreneur, que ce soit pendant la durée des travaux, mais également, comme on le voit dans la division 2, ben, l'ARC après travaux, une fois que les travaux sont terminés. Il y a également, et ça c'est une spécificité de Fédéral Assurance, donc je vous invite à pouvoir prendre contact également avec votre courtier pour voir si c'est également le cas, une couverture particulière par rapport donc aux dommages, aux travaux et objets confiés, et ce par incendie, explosion, foudre et moyens d'extinction. Donc c'est ce que j'appelle une mini tout risque chantier, ce qui vous permet déjà de couvrir vos travaux même et pas votre responsabilité civile. Ensuite, bien sûr, la responsabilité civile des coordinateurs de sécurité et de santé qui, techniquement, là, est par contre obligatoire par la loi dans ces contrats-là. Votre protection juridique qui est également couvert lors d'un sinistre, qui est bien sûr couvert, et les objets qui peuvent vous être confiés pour un travail bien déterminé. Une des choses également qui n'est pas indiquée sur le PowerPoint, mais que je veux spécifier, c'est qu'également tous les véhicules non immatriculés sont également assurés par votre RCTC. Donc, malgré le fait qu'elle n'est pas obligatoire par la loi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est l'assurance qui est la plus conseillée. Ensuite, vous avez la multirisque incendie. Donc, comme Michel le disait, effectivement, vous pouvez bien sûr couvrir vos entrepôts, votre maison, votre showroom. C'est encore une fois plus que conseillé. Alors, les garanties de base, je ne vais pas m'amuser à passer par toutes les garanties. Bien sûr, la formule de base, l'incendie, l'explosion, la foudre. S'il y a un véhicule qui vient heurter votre maison, les catastrophes naturelles, les tempêtes, peut-être des choses qu'on sait un peu moins, donc par exemple par l'eau et le mazout, et la perte d'eau de mazout après un sinistre couvert. Il peut parfois arriver que suite à une fuite d'eau, il y ait pas mal de consommation de mètres cubes, donc ça peut également être couvert. Le bris de vitrage, on pense souvent à la vitre cassée, mais on pense peut-être un peu moins à la plaque de cuisson ou à l'écran de télévision, donc ça peut également être couvert. Une des spécificités également chez nous, c'est la couverture de tout ce qui est meubles de jardin, barbecue, tondeuse, robot, jardin. Donc, c'est compris dans nos garanties de base. Dans beaucoup de compagnies, ça va être plutôt repris en option. Donc, faites bien attention si jamais vous souscrivez ce type d'assurance, de savoir si c'est dans les garanties de base ou si une option doit être souscrite. Vous avez droit également à ce qu'on appelle une fédérale assistance. Vous avez souvent cette assistance dans les contrats type des autres compagnies qui prévoient principalement une intervention. L'exemple type, c'est le serrurier. Si à un moment donné, vous êtes bloqué dehors et que vous ne savez pas rentrer chez vous. Tu peux passer, Michel. Les garanties optionnelles que vous pouvez souscrire dans ce type de contrat, la première, c'est le vol. Donc, bien sûr, en cas de vol de votre contenu, il faut savoir que les dégâts au bâtiment liés au vol sont bien couverts dans la formule de base, donc pour dégâts au bâtiment, mais par contre, pas à votre contenu. Donc, c'est à rajouter en option si vous le souhaitez. Tout comme les meubles de jardin, barbecue, tondeuse, robots sont également couverts, même s'ils sont à l'extérieur. Une perte d'exploitation suite à un sinistre couvert. Donc, si à un moment donné, un incendie ou un dégât des eaux vous empêche de pouvoir utiliser votre bâtiment comme il se doit et donc de pouvoir exploiter correctement votre société, vous pouvez prendre cette option avec un montant qui est déterminé lors de la souscription du contrat. Une protection juridique, si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec l'expert, il y a une protection juridique qui peut également sortir ces effets.
Et surtout, si à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord, si quelqu'un vient vous dire, moi j'ai une partie de votre bâtiment qui est tombée sur ma voiture et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours aller en justice pour donner votre point de vue. Une autre option, c'est la perte indirecte. Donc, ça augmente simplement, en cas de sinistre, votre indemnisation de 10%. C'est pour toutes ces petites choses, le temps perdu, le temps de faire des devis, des appels, tous ces petits montants qui sont en fait difficilement chiffrables et donc qui sont, il n'y a pas de facture pour ça, quoi, hein. C'est du temps principalement, mais c'est 10% en plus qui permettent de pallier à tous ces petits frais. Dernière chose, c'est le rachat de franchise. Donc, il faut savoir qu'il y a normalement une franchise de 270 €. Et donc, en prenant cette option-là, vous transformez, si vous le souhaitez, cette franchise en ce qu'on appelle une franchise anglaise, c'est-à-dire que si les dégâts dépassent les 270 €, eh bien, l'assurance payera dès le premier euro. Ensuite, si on continue par rapport aux biens que vous pouvez assurer, eh bien, vous avez vos bris de machine. Donc, ce qui permet ici de pouvoir, comme c'est indiqué, assurer vos différentes machines, que ce soit votre grue, que ce soit votre rouleau, que ce soit même une grue qui est installée sur un camion, et ce pour tous les risques externes. Ça peut être la machine qui vient à tomber, qui vient à s'effondrer, le vent ou la tempête qui vient à abîmer, à plier votre grue, les inondations, les incendies, une maladresse également, donc un mauvais mouvement et elle part dans le décor, le vol ou tentative de vol, et alors l'opération de chargement, de transport ou de déchargement. Ça, c'est pour le tout risque externe. Pour le tout risque, donc on va rajouter à ce moment-là le risque interne, donc tout ce qui pourrait casser à l'intérieur suite à un forçage, hein. Donc, imaginons qu'à un moment donné, une grue vienne à prendre un poids trop lourd ou et qu'il y ait une pièce à l'intérieur qui vienne à forcer et donc à casser. Et ça pourrait être également couvert. Attention, il y a toujours une limite d'âge pour la machine, pour ce tout risque interne. Chez nous, elle est de 10 ans. Renseignez-vous auprès de votre courtier pour savoir. Une des exclusions qui est, je vais dire, la plus courante, c'est les dégâts qui sont purement esthétiques. Je prends l'exemple d'un graffiti. Si vous avez des gens qui viennent tout simplement faire des graffitis sur vos machines, effectivement, le nettoyage ne sera pas couvert. Ça n'empêche en rien l'utilisation de la machine. Voilà. Ensuite, pour la tout risque chantier, donc c'est vraiment, si on doit le comparer à une voiture, l'assurance Omnium de votre chantier. Donc ici, comme c'est indiqué dès le départ, pendant la période de construction, tout endommagement, destruction ou perte des biens assurés et ou d'une partie de ceux-ci, de quelque manière que ce soit, et peu importe la cause. Donc c'est vraiment l'assurance type de l'Omnium pour votre chantier. Vous pouvez souscrire, donc, bien sûr, assurer l'ouvrage même de votre chantier, y compris les équipements, matériaux et éléments de construction, les ouvrages également provisoires, et alors, de manière facultative, vous pouvez également assurer tout votre matériel, donc les baraquements de chantier, le matériel et équipements de chantier. Ça peut également être tout ce qui est échafaudage autour du chantier. Pour le type de contrat, vous pouvez souscrire soit un chantier déterminé, donc si de temps en temps vous avez besoin de cette assurance, ce qui est souvent rendu obligatoire par le cahier des charges. Donc, toujours bien faire attention au niveau du cahier des charges si à un moment donné on vous demande une assurance tout risque chantier. Ou alors, vous pouvez souscrire une assurance abonnement qui couvrira à ce moment-là tous vos chantiers basés sur un chiffre d'affaires déclaré. Tu peux continuer, Michel. Je suis embêté parce qu'on ne voit pas bien les titres, donc mais voilà, l'une à l'autre. Donc, il y a également des garanties facultatives, donc optionnelles. Une garantie durant la période d'entretien de 12 ou 24 mois.
Donc, c'est ce qui permet effectivement de prolonger un peu cette garantie, parce que vous avez effectivement une période d'entretien et ce qui permet de pouvoir garder cette garantie plus longtemps que juste pendant la période de construction. Vous pouvez également assurer les biens existants. Si jamais vous faites des grosses transformations dans un bien qui est déjà construit, eh bien, vous pouvez également le couvrir dans ce contrat. Vous avez également la partie qui est viciée. Si à un moment donné, vous avez vraiment un vice dans une partie de votre chantier, de votre construction. Un des avantages que nous avons auprès de Fédéral Assurance, c'est le fait que nous ne faisons pas de recours automatique envers le responsable. Donc, cette assurance fonctionne directement. Ce n'est pas comme en Omnium où on va se retourner vers le responsable pour récupérer, entre guillemets, nos billes. Donc, c'est ici un des avantages. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, le responsable peut être un de vos clients ou un de vos sous-traitants, c'est toujours un peu plus compliqué, commercialement parlant, de se retourner vers ce responsable s'il y a une couverture qui est là. Donc, ça évite d'avoir des problèmes avec vos sous-traitants si un jour il y a un dégât. Alors, ici, on va parler de cyberconfort. Je ne vais pas en parler longtemps, ça vous touche peut-être un peu moins, mais c'est quand même un risque qui aujourd'hui devient de plus en plus courant. Vous n'êtes pas, moi, je suppose que vous avez entendu pas mal de fois des cyberattaques, des fuites de données, des fraudes informatiques qui sont assez devenues monnaie courante. Donc, c'est simplement pour vous éveiller à cette information-là, de savoir qu'aujourd'hui, il y a des assurances qui vous permettent de couvrir ce genre de faits. Et donc, voilà, sachez-le, si un jour vous vous rendez compte ou vous avez des questions par rapport à ce risque-là, n'hésitez pas à prendre contact avec votre courtier ou de prendre contact avec nous et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos différentes questions par rapport à ça. Donc ça, c'était par rapport à tout ce qui était vos biens. Ensuite, vous avez l'assurance 24/24, donc qui est un peu l'assurance accident du travail, mais pour l'indépendant ou pour le gérant de la société. Donc c'est vraiment le même principe. La grosse différence, c'est qu'ici, vous avez une assurance, comme c'est indiqué, 24/24, c'est-à-dire dans l'exercice de votre profession, mais également dans le cadre de votre vie privée. Au niveau des indemnisations, c'est assez parallèle à l'accident de travail, c'est-à-dire que l'incapacité temporaire de travail est couverte, l'invalidité permanente, le décès, s'il a lieu, on va éviter la chose, les frais médicaux et également une protection juridique. Alors, la différence, par contre, par rapport à l'accident de travail, c'est que l'accident de travail, on va se baser sur le revenu de l'ouvrier. Ici, c'est un montant qui est déterminé par vous-même lors de la signature du contrat. Donc, vérifiez effectivement, vous assurer correctement. Maintenant, aucune assurance n'est faite pour que vous soyez surassuré. Donc, ça ne sert à rien si vous avez l'habitude d'avoir un salaire de 2 500 de vous assurer pour 4 000. Non seulement vous allez être surassuré, mais surtout, vous allez, l'année d'après, avoir des belles surprises au niveau de vos impôts parce que vous avez gagné beaucoup plus d'argent en étant malade. Donc, voilà, petit conseil en plus. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez, je vais même dire devriez penser aujourd'hui, c'est votre pension. On sait dans quel état un peu les finances de l'État sont. Et donc, on ne sait pas de quoi sera fait notre pension de demain. Donc, c'est important en tant qu'indépendant ou personne physique, tout simplement, de pouvoir penser à votre pension. D'où en plus l'intérêt, c'est qu'il y a des avantages fiscaux qui sont donnés aux sociétés pour souscrire donc soit un EIP, un engagement individuel de pension. Donc ça, c'est bien dans le cadre d'une société pour tout gérant de la société. Donc, de nouveau, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est pas complexe, mais c'est un sujet qui peut aller bien loin.
vous avez des avantages fiscaux, c'est ce qui est important à retenir. Et aujourd'hui, je vais dire que c'est même plus une option. C'est important de pouvoir le faire si on veut avoir une pension qui soit correcte dans quelques années. Donc, il y a plusieurs piliers. Donc, n'hésitez pas à prendre contact également avec votre courtier ou conseiller pour qu'il puisse vous aider à préparer votre pension avec les avantages fiscaux aujourd'hui que l'État nous donne et qui vont aller de plus en plus haut parce qu'ils se rendent bien compte que ça va devenir de plus en plus difficile de payer cette pension légale à tout le monde vu que la population est vieillissante et vit également de plus en plus longtemps. Donc voilà, simplement pour vous éveiller à l'épargne pension. Il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à réfléchir à ceci. Voilà, ce qui clôture. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour ne pas vous retenir et en même temps que vous ayez le temps de poser vos questions si vous le souhaitez. Donc, c'est absolument pas… le but de la présentation n'était pas d'avoir un exposé des conditions générales, sinon vous serez vite endormi. Ici, c'est une idée de savoir un peu tout ce que vous pouvez souscrire et ensuite de prendre vos renseignements. Voilà, on est à votre disposition pour toute question ou remarque. Merci Sébastien et merci Michel. Alors, 2-3 questions. La première pour toi Sébastien, je pense. Dans la tout risque chantier, y a-t-il une limite dans la durée du chantier? Alors, il y a pas de… Si, il y a une limite, mais qui sera mise dans le contrat. Donc, c'est-à-dire que si dès le départ, on sait que le chantier va prendre 3 ans, il faut déclarer comme quoi le chantier va prendre 3 ans. Maintenant, si au début, on déclare que ça va prendre 2 ans et puis qu'au final, on se rend compte que ça prend encore plus longtemps, il faut effectivement demander à ce moment-là une rectification du contrat parce qu'au bout des 2 ans, le contrat va s'arrêter. Merci. J'espère que ça répond à la question. Une question par rapport au véhicule automoteur. Quand c'est un engin qui circule uniquement sur chantier, donc il va sur la route, mais la route est son espace de chantier. Est-ce qu'il doit prendre les mêmes assurances ou pas? Je la prends celle-là. Oui. Un véhicule automoteur, à partir du moment où il circule sur la voie publique, doit être assuré. Maintenant, il est clair qu'un véhicule type pelleteuse ou autre qui va travailler sur un chantier et éventuellement faire une petite manœuvre ou bien traverser la voie publique sera de toute façon, lui, couvert via la RCTC, donc la responsabilité civile entreprise de construction, plutôt que d'être couvert par une RC classique de véhicule automoteur. Donc, tous les engins de chantier qui circulent uniquement sur chantier et qui ne se déplacent pas sur la voie publique sont couverts dans le cadre de la RC exploitation. Maintenant, si on a un engin qui doit systématiquement aller sur la voie publique pour décharger des camions ou des choses de ce genre-là, eh bien, il est préférable de l'assurer, avec une immatriculation aussi. Effectivement, l'immatriculation va également jouer. Si le véhicule est immatriculé, vous avez obligatoirement l'assurance RC automoteur qui va rentrer en compte. Merci. Alors, l'entrepreneur général peut-il couvrir un chantier complet comprenant les interventions des sous-traitants? Là, je pense que tu en as parlé déjà, Michel, tout à l'heure. Dans le cadre de quel type? Je suppose que c'est dans le cadre de la décennale. Alors, la décennale, de toute façon, lorsque l'entrepreneur principal souscrit une décennale, on va y intégrer tous les intervenants, architectes, sous-traitants ou autres. La seule chose à voir, c'est concernant les co-traitants, c'est-à-dire que si l'entrepreneur principal sous-traite, il n'y a pas de problème, on les assure. Si par contre maintenant dans les travaux, il y a une partie qui ne lui incombe absolument pas dans le cahier des charges, dans ce cas-là, chacun doit prendre une assurance pour la partie des travaux qu'il réalise. Mais les sous-traitants, de toute façon, eux, seront couverts dans le cadre de la couverture prise par l'entrepreneur principal. Et donc, tout à l'heure, tu as parlé en effet tu as dit que ça pouvait être, que c'était à l'architecte
à s'assurer que les entrepreneurs s'assuraient bien. Il n'est pas rare de voir des chantiers où un sous-traitant pensait que l'entreprise générale avait pris l'assurance. Et donc, enfin, toujours est-il, on arrive à la fin du chantier, il n'y a pas d'assurance. Donc, j'entends bien qu'il est trop tard pour se couvrir, mais alors à ce moment-là, à qui incombe la responsabilité? Est-ce à l'architecte? Légalement, c'est l'architecte qui a la responsabilité de centraliser les attestations d'assurance en décennale et de veiller soit qu'il y ait une assurance globale prise par l'entrepreneur principal qui couvre tous les intervenants, soit que chaque intervenant au titre de co-traitant ait souscrit une assurance pour remplir à ses obligations légales. Et malheureusement, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que les architectes sont à l'origine de cette réclamation qu'ils ont jugée discriminatoire, et c'est un petit peu à cause d'eux que cette décennale est devenue obligatoire. Mais à côté de cela, on rencontre beaucoup trop de cas où les architectes ne pensent pas à collecter les attestations d'assurance. Et je rappelle que les attestations concernant les décennales, elles doivent être accordées avant que le chantier ne démarre. Un architecte digne de ce nom, qui veut bien prendre ses responsabilités, peut très bien stopper un chantier à partir du moment où les différents intervenants n'ont pas souscrit la couverture décennale qui leur incombe. Et ça arrive. Et lorsque l'on prend des abonnements, on peut quand même sortir, dans ce cas-là, on ne peut pas sortir d'assurance spécifiquement par chantier. Comment ça fonctionne? Au niveau des formules que j'ai expliquées tout à l'heure, je ne suis pas rentré trop dans le détail, deux types de couverture, soit l'abonnement, comme tu le dis, ou bien l'ouvrage déterminé. Alors, un entrepreneur qui a une petite équipe de 3 personnes qui fait 1-2 maisons par an de type unifamilial ou des travaux de rénovation, et comme je le disais, il faut encore que les travaux qu'il réalise se fassent avec l'obligation d'avoir un architecte et nécessitent obligatoirement un permis de bâtir, qui sont 2 conditions sine qua non. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'a pas d'obligation de prendre une décennale. Si par contre maintenant, il construit 2 maisons par an de type unifamilial, s'il ne fait qu'1 ou 2 gros chantiers comme ça ne vaut pas la peine de prendre une formule abonnement, parce que la formule abonnement, même si elle a un tarif qui peut être très légèrement plus attractif, est plus lourd au niveau gestion. Donc là-bas, on peut prendre une assurance de type ouvrage déterminé. Par contre, une entreprise digne de ce nom et qui fait une dizaine de bâtiments par an a tout intérêt à prendre une formule abonnement. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme l'accident du travail. On démarre un contrat à une date déterminée et chaque fois qu'il y a un nouveau chantier qui va démarrer, eh bien, dans un système informatique, un programme informatique qui est mis à votre disposition, il suffit de déclarer le chantier avec différentes informations obligatoires de base, et d'office, ça rentre dans la couverture décennale, en partant du principe que de toute façon, on va accorder une attestation de couverture chantier par chantier, et qu'on va clôturer chantier par chantier à une date déterminée en fonction de la clôture des travaux, pour fournir les attestations et également le décompte des prix. Donc, une formule abonnement est nettement plus intéressante pour quelqu'un qui fabrique régulièrement des maisons de type unifamilial ou qui fait des rénovations. Maintenant, il y a un élément qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que pour faire une formule abonnement, il faut être dans un schéma classique, c'est-à-dire que si un jour vous devez faire une restauration d'un château et le lendemain vous allez construire une maison unifamiliale 4 façades, ce n'est pas tout à fait le même type de travaux. Donc il faut rentrer dans un schéma où vous êtes toujours en train de faire le même type de travaux. Une maison unifamiliale, ce n'est pas compliqué. En règle générale, on reste dans des procédures et des procédés techniques qui sont plus ou moins équivalents. Donc là, on va avoir une formule générale et une formule standard. Vous pouvez très bien aussi prendre une formule abonnement et dire voilà, je construis une maison unifamiliale et à partir de ce moment-là, on les rentre dedans et on est dans un schéma de couverture et de tarifs relativement classique. Si par contre, à un moment donné, dans les travaux que vous allez réaliser, vous devez faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, par exemple, restaurer la tour d'un château, on n'est pas dans le même type de construction. À partir de ce moment-là,
on prévient sa compagnie d'assurance et pour un chantier bien déterminé, eh bien, on peut faire une police séparée, ouvrage déterminé, chantier déterminé, même si on continue à garder une formule abonnement qui couvre la façon globale et classique que vous avez de réaliser vos travaux. Ça va? Merci. Alors, j'ai une dernière question plus personnelle. Est-ce que Fédéral a des accords avec des assureurs en France? Parce que lorsque les entreprises vont travailler en France, ils doivent également, il y a également l'assurance décennale en France, et seules des entreprises, des compagnies françaises peuvent assurer. Est-ce que vous avez des partenariats avec certaines compagnies? Oui. Sébastien, je te laisse la réponse pour celle-là. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement un partenariat. Je recherche juste une petite information que j'ai ici, comme ça. Voilà. Voilà, donc on a un partenariat avec le groupe SMA, qui est un assureur français. Alors, c'est vrai que si on doit comparer l'assurance décennale en France et en Belgique, c'est quand même différent parce que si on a parlé tout à l'heure de la touriste chantier, c'est quasiment ça en France. C'est une touriste chantier qui est obligatoire et ça touche beaucoup plus de monde, dans le sens où le moindre petit le moindre petit travail, qu'on fasse le moindre petit truc dans une maison. Là, il n'y a pas une question de permis de bâtir ou d'architecte. Dès qu'on va commencer à travailler dans une maison, il y a cette assurance qui est obligatoire. Donc, on travaille avec SMA pour pouvoir faire ce type d'assurance et c'est le même principe. On peut partir sur une formule abonnement si c'est habituel ou si on a un chantier de temps en temps, on peut faire un chantier déterminé sans souci. Maintenant, pour l'abonnement, effectivement, vu le coût, le conseil que je donne, c'est si on a un chiffre d'affaires régulier en France, il faut y aller, quoi. Si on fait 20 000 euros par an, franchement, ça va coûter cher pour faire cette assurance-là. Maintenant, si c'est 20 000 sur un seul chantier, ça peut valoir la peine. Mais si c'est 20 000 éparpillés sur 10 chantiers, ça va vous coûter vraiment trop cher d'assurer ça. Parce qu'il y a des primes minimum. Et donc, voilà, ça, c'est le conseil que je donne. Mais, Et vous pouvez jouer l'intermédiaire avec la compagnie française? oui, tout à fait. Hein. On joue le rôle d'intermédiaire. Hein. Donc, là, on est comme un courtier. Et c'est nous qui faisons le contrat. Donc, c'est via Fédéral Assurance que le contrat est. Ok, parfait. Merci. De mon côté, je ne vois pas d'autres questions. Merci. Je vois que tu avais bien préparé ta réunion, François. C'est bien. Quentin, comme nous avons convenu tout à l'heure, est-ce que toi, de ton côté, tu as d'autres intervenants ou d'autres questions qui te sont parvenues? Non, donc les questions, François les a posées, donc on a fait le tour des questions de la part des personnes présentes. Oui. OK. Voilà. Voilà. Maintenant, la présentation qu'on a faite ce soir, bien évidemment, c'était un petit peu pour dresser le cadre et vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce qui est obligatoire, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut avoir pour couvrir les personnes, pour couvrir les biens ou votre responsabilité et de voir un petit peu comment tout cela s'articule. Il est clair qu'on pourrait être beaucoup plus long et plus complet que cela, mais je crois que à partir de ce moment-là, il est plus simple de revenir vers nous avec une question bien précise ou bien un domaine bien précis que vous voulez développer. Et à ce moment-là, on se fera un plaisir d'une façon individuelle de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par type de contrat d'assurance. Mais retenez bien en tout cas que celles qui sont obligatoires, l'accident du travail et la décennale, il faut vraiment y penser et souscrire. Avec quelques années de métier, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ont perdu des sommes folles dans leur entreprise, notamment en accident du travail, parce que la couverture n'avait pas été prise à temps. Et les sommes qui sont réclamées après peuvent être de deux sortes. Hein. Soit c'est un sinistre qui survient avec une personne qui est grièvement blessée et pour lequel il n'y a pas d'assurance, c'est l'entrepreneur
qui sera tenu responsable et qui va devoir payer le restant de ses jours. Ou bien, si vous n'avez pas souscrit de police assurance et que vous avez un contrôle de l'EFSMA ou autre organisme, même si il n'y a pas de blessés, vous risquez des amendes qui sont excessivement salées. Donc, impérativement, dès que vous avez quelqu'un qui va planter un clou au niveau de votre entreprise, même s'il n'y a pas encore de contrat de travail et qu'il est à l'essai ou en observation, eh bien, vous devez le souscrire, puisque là aussi, ça a été modifié lors de la dernière législation concernant les assurances. Voilà pour ma part. S'il n'y a plus de questions, eh bien, nous restons bien évidemment à votre disposition. Vous pouvez toujours recontacter François également, qui se fera un plaisir de revenir vers nous si nécessaire. En ce qui me concerne, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à aller prendre l'apéritif et de profiter encore des rayons de soleil qui sont à votre disposition. Merci beaucoup à tous et à bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.